Salut à toi, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es élève de terminale, que tu prépares ton grand oral de SES et que tu as besoin d'un conseil méthode et voilà, de petits tips pour pouvoir réussir cette épreuve. Donc, sur le même modèle que la vidéo d'avant, celle qui traitait du développement durable et plus précisément sur la question des parties prenantes autour du développement durable, aujourd'hui, on reste dans le thème du développement durable. Alors, c'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est encore une fois, c'est l'actualité qui dicte sa loi. Et donc, pareil, en regardant aujourd'hui les infos, avec le son coupé hein, en plus, un simple filet d'actualité m'a permis voilà, de faire des liens, ces fameux liens qu'on nous demande de faire entre le cours et les documents, entre aussi le cours et le grand oral. Donc ça m'a permis de faire un lien. Allez, pardon, et je vous dis ça tout de suite. Donc le filet parlait de ce fameux Dieselgate. Le Dieselgate, donc en quelques mots, la première entreprise qui a été concernée, c'est Volkswagen. Il y a quelques années, il y a une bonne dizaine d'années en arrière. Donc c'était le début disons des normes écologiques autour des véhicules polluants. Donc on a commencé à bien sûr, logiquement, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à poser des standards à un certain type de pot d'échappement, un certain type de gaz qu'on peut émettre, d'autres qu'on ne peut pas, etc. Donc Volkswagen avait fraudé un petit peu au niveau d'un système de pesée. Et pour ceux que ça intéresse, pour ceux que les détails intéressent, donc vous pouvez très bien trouver plein d'études là-dessus. Donc voilà, qui ont fraudé pour pouvoir voilà alors justement le voilà non voilà on ne sait pas pourquoi. Alors pourquoi Volkswagen a dû frauder? Simplement, on sait que les entreprises, elles sont motivées par la maximisation du profit. Ils sont dans la recherche du profit, ce qui est logique. Donc forcément, quand on leur amène des contraintes d'un point de qui vont alourdir leur coût marginal, eh ben, on commence à avoir des suspicions sur le fait de pouvoir écouler la marchandise, d'avoir des débouchés, d'avoir que aussi que la clientèle adhère à certaines augmentations de prix, puisque forcément les énergies innovantes, les énergies innovantes qui épousent cette idée de développement durable, elles ont un coût forcément, et ce qui se répercute forcément sur le prix, d'où ces fraudes qui sont voilà, dont a été l'auteur, dont ont été les auteurs et les ingénieurs chez Volkswagen. Sauf qu'aujourd'hui, le Dieselgate concerne aussi, ces suspicions concernent aussi Peugeot, constructeur français. Bon, alors moi, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser, déjà, si on parle des parties prenantes, on a parlé, donc je rappelle, nous avons parlé du gouvernement, on peut parler aussi des organisations internationales ou intergouvernementales à travers les comités d'experts, à travers ce qui se fait au niveau des Nations Unies, avec les différents programmes des Nations Unies pour le développement, la conférence des Nations Unies pour, euh, pour la croissance et le développement, la CNUSED. On peut parler on peut parler aussi de ce que font les ONG, de l'institutionnalisation de plus en plus importante des ONG. Donc on a parlé des experts scientifiques, on a parlé, lors de l'ancienne vidéo, je n'ai pas parlé des entreprises comme partie prenante. Les entreprises sont des parties prenantes et on le voit à travers cette réticence qu'elles ont à se conformer aux exigences du développement durable. Euh, donc, l'industrie automobile, euh, comme on a dit, bien que, bien que, quand même signalons que la voiture électrique, le marché de la voiture électrique est en plein essor, est en pleine expansion, et pour ne pas dire en pleine bulle. On parle même de la bulle de la voiture électrique. Il suffit de voir la capitalisation boursière de Tesla qui connaît des augmentations plus qu'exponentielles. Ça veut dire qu'il y a des promesses au niveau de la voiture électrique, il y a des promesses au niveau de... Sauf que, voilà,
ça reste quand même problématique pour les entreprises au niveau de leur fonction de profit. Ça pose problème. Ce que cela m'a inspiré aussi, c'est que ça m'a fait penser à quoi? À ce fameux effet Veblen. L'effet Veblen, vous avez dû le voir en cours, notion un petit peu absconce, mais qui devient très claire quand on s'intéresse à l'actualité. Pourquoi ces entreprises ne veulent pas forcément produire ou se conforment pas aussi facilement pour produire des véhicules éco-responsables, si on peut dire, si on peut appeler ça comme ça. Pourquoi? À cause de cet effet Veblen. Alors, en quelques mots, l'effet Veblen, c'est quoi? C'est que malgré la mise en place de mesures incitatives de la part du gouvernement, alors je pense au bonus-malus écologique, ou autrement, ou carrément par le versement de subventions. Donc, on a parlé aussi des mesures incitatives. Donc, en fait, bref, tout ce qui renvoie à cette action du gouvernement qui est qui consiste à venir pallier à ces fameuses défaillances de marché. Là encore une fois, une notion très importante du cours, les défaillances de marché. Voilà, toutes ces externalités négatives, encore une fois, ça c'est une notion phare et je suis sûr que vous l'avez reconnu, les externalités négatives qui, voilà, ce sont les conséquences, les conséquences non voulues, non maîtrisées qui proviennent d'une activité et qui vont impacter l'environnement par des retombées négatives. L'exemple le plus connu, ou un des plus connus, hein, c'est pas c'est la centrale, la centrale nucléaire euh, qui va fabriquer de l'électricité à bas coût grâce à l'énergie nucléaire, mais qui en même temps va rejeter des déchets toxiques, des déchets nucléaires toxiques dans les rivières, dans les eaux, etc. Donc malgré cette action du gouvernement pour encourager l'achat de véhicules électriques ou des véhicules en tout cas respectueux de l'environnement, nous constatons, ou il est constaté plutôt, que malgré une décroissance de la courbe du coût d'achat de véhicules polluants, une décroissance au début, puisque les individus, par opportunisme, vont forcément adhérer à tout ce qui est mis en place par le gouvernement, nous constatons que la décroissance n'est que temporaire, n'est qu'éphémère et que cette courbe de la consommation de véhicules polluants repart à la hausse, illico. Alors comment on explique cela? Comment on explique cela? Alors l'effet Veblen est étroitement lié à ce besoin qu'on a tous, ce besoin d'ostentation, c'est-à-dire de d'acquérir des choses, d'acquérir des biens, de pouvoir s'inventer, pourquoi pas. Donc, qui dit effet Veblen dit ostentation, dit paradoxe d'Easterlin. C'est-à-dire, bien qu'on soit dans des sociétés où on a tout ce qu'on veut, où, voilà, où on a un accès en tout cas à ces facilités, aux biens de consommation, et ben, les biens de consommation dont on dispose ne nous suffisent plus au bout d'un moment, et ça passe simplement par comparaison avec le voisin, avec le conjoint, on veut toujours plus. Donc, qui dit on veut toujours plus, et ben, on est prêt à payer un malus écologique, on est prêt à ne pas percevoir une subvention de la part de l'État pour assouvir ce besoin de reconnaissance à travers des biens. Donc là, on touche un peu au neuromarketing, à des notions qui ne sont pas vraiment, vraiment économiques, mais en tout cas qui expliquent cela. Donc là, on voit bien que un simple filet d'actualité nous a permis de mouliner beaucoup de choses, de mettre en dynamique, comme je le dis souvent, des notions qui sont théoriques et qui dit théorique dit difficilement accessible. Ça nous permet forcément d'éclairer ces notions, de les éclairer par des choses vivantes. Par exemple, si on aime bien une marque de voiture, et si on entend que Peugeot est suspecté de tel ou tel, on va se dire, ah, je connais tel qui a acheté une Peugeot, tel modèle de Peugeot est plutôt bien et tout.
disons, cet ancrage dans la réalité favorise une meilleure imprégnation de ces notions-là, de ces connaissances. Donc, concrètement, dans le grand oral, eh ben, si, si tu as un sujet autour du développement durable, ben forcément, tu peux peut-être faire appel à cette notion, tu peux, celle de l'effet Veblen, que tu peux enrichir par le paradoxe d'Easterlin, que tu peux enrichir par des notions qui ne sont pas forcément économiques comme l'ostentation. On peut partir sur la croissance des courbes, la décroissance, la croissance exponentielle, les fonctions discontinues, bon, beaucoup de notions. Tout cela, ce qu'on vient de dire, c'est pas forcément hyper savant, sauf que mis bout à bout, ça donne une impression, et non pas simplement une impression, mais une réelle expertise, un, un, une, une impression d'ensemble que l'élève maîtrise, a des notions économiques, et n'est pas en train simplement de faire un espèce de reportage journalistique, entre guillemets, même si attention, les journalistes, bah forcément, euh, apportent des notions, ne les développent peut-être pas autant que des experts, mais il y a quand même une base. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une base, qu'il y ait des notions, qu'il y ait des références, des liens qui sont faits les uns avec les autres, euh, pour que le propos soit réellement économique, social et scientifique. Voilà, si je devais donner un conseil, c'est ça. C'est enrichir son intervention par un suivi régulier, par cet effet cumulé qui fait qu'à un moment donné, on a cette expertise qu'il faut. Je vous souhaite tous un excellent courage, un excellent courage, non ça se dit pas ça. Beaucoup de chance, beaucoup de réussite. J'espère que mes conseils vous serviront. Et on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo. À bientôt.